Ma sœur m'a envoyé un message, tu n'es pas invité au mariage. Au revoir, minable. Ma mère a ajouté un emoji cœur. J'ai répondu, parfait. Alors je retire mes paiements du compte. Elles ont continué à plaisanter dans la discussion de groupe, mais au matin, tout avait changé. Je suis triste de partager cette histoire particulière de ma vie, mais la voici. C'est l'histoire du moment où ma sœur a décidé que je n'étais pas assez bien pour faire partie de son mariage après que je l'ai pratiquement construit de toutes pièces. Et comment ce seul message a déclenché une réaction en chaîne que personne n'avait vu venir. Ni elle, ni mes parents, ni même moi. C'est arrivé un jeudi ordinaire alors que j'étais au carrefour. Je ne cherchais rien d'important, je me promenais simplement après le travail pour me vider la tête. J'avais un panier avec quelques bougies et des barres protéinées. Je ne pensais pas à Chloé, ni au mariage, ni au fait que je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours. Tout semblait bien. Puis mon téléphone a vibré. C'était le groupe de discussion que nous avions créé pour le mariage, celui intitulé « Équipe mariage familial ». Je l'ai ouvert en m'attendant à voir quelque chose sur le dîner de répétition. Peut-être une question sur les chemins de table. Au lieu de cela, j'ai vu 5 mots qui n'avaient pas de sens au début. Tu n'es pas invité. Au revoir, minable. Juste ça. Pas de contexte, pas d'explication. Ma sœur Chloé l'a envoyé comme si elle commandait un café. Et juste en dessous, ma mère a ajouté un emoji cœur. Pas même une phrase, juste un cœur. Comme un saut d'approbation tordu. Je suis restée là, figée au milieu du rayon des snacks, le relisant encore et encore. J'ai attendu que quelqu'un dise que c'était une blague ou que le téléphone de Chloé avait été volé ou piraté, mais personne ne l'a fait. La discussion est devenue silencieuse. J'ai posé le panier sur une étagère au hasard et je suis sortie du magasin sans dire un mot à personne. Cette nuit-là, je n'ai pas répondu. J'ai observé. Quelques heures plus tard, elle bavardait à nouveau dans le groupe comme si rien ne s'était passé. Chloé a posté un TikTok d'une mariée qui riait. Ma mère a écrit, tellement vrai, tout ça. Mon père a dit, enfin, pas de drame. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. Elle le pensait. Elle voulait que je parte. Après tout ce que j'avais fait, elles ont oublié, cependant. C'est moi qui payais la plupart des choses. Le lieu, ma carte de crédit, cette robe à 2000 € dont Chloé était obsédée. J'ai versé la compte. Les fleurs, les menus de dégustation, les invitations calligraphiées, et même les échantillons de gâteaux. Tout moi. Chloé a toujours dit qu'elle me rembourserait après que les cadeaux de mariage aient commencé à arriver. Mes parents ont dit qu'ils contribueraient quand ils le pourraient, mais ils ne l'ont jamais fait. J'avais gardé les reçus, littéralement. Alors, j'ai finalement répondu, parfait. Alors je retire mes paiements du compte. Personne ne m'a prise au sérieux. Chloé a posté un mème d'un pistolet à billets. Maman a répondu, ne sois pas dramatique, ma chérie. Papa a jeté un pouce levé comme si nous parlions de couleur de peinture, alors je suis restée silencieuse. J'ai passé quelques appels. Le lieu a annulé immédiatement. La compte était à mon nom. Pareil pour le fleuriste. Le traiteur a eu besoin d'un peu de persuasion, mais une fois qu'ils ont vu mon nom sur le contrat, ils ont annulé la commande. La boutique de robes a été la seule à hésiter. Chloé était déjà venue pour un essayage, mais quand je leur ai rappelé que j'avais payé la compte et que je n'avais pas donné mon accord pour les retouches, ils ont accepté de suspendre tout. Le lendemain matin à 11 h, le mariage était annulé. À 12h22, Chloé m'a envoyé un message. « Que as-tu fait ?» Je n'ai pas répondu. Puis le déluge est arrivé. Ma mère a dit que je gâchais tout. Chloé m'a dit que j'étais mentalement instable. Mon père a dit que c'était exactement pourquoi il ne voulait pas que je sois impliquée au départ. Elles ont envoyé 18 messages en 10 minutes. À 15h36, Chloé s'est tue un instant. Puis elle a envoyé ceci. Tu as 1 heure pour arranger ça ou je dirai à tout le monde ce que tu as fait à Romain. Cela m'a fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que cela montrait à quel point elle était désespérée. Elle lançait des menaces maintenant, espérant que quelque chose collerait. J'ai fait une capture d'écran,
je l'ai bloquée. Chloé pensait qu'elle pouvait me couper et garder tout ce que je lui avais donné. Mes parents pensaient que je reculerais s'ils m'ignoraient assez longtemps. Ils n'avaient pas réalisé que j'avais finalement atteint la limite de ce que j'étais prête à tolérer. Ils voulaient un mariage sans moi. Bien. Qu'ils essaient d'en avoir un sans mon argent. Les premiers jours après avoir tout annulé furent étonnamment calmes. Je pensais qu'il y aurait plus de feux d'artifice, mais au lieu de cela, c'était comme si elles étaient passées en mode gestion des dégâts ou peut-être en état de choc. Chloé m'a désabonné de tout. Instagram, Facebook, même Lydia. Ma mère m'a envoyé un message de 2 paragraphes disant qu'elle était déçue de la façon dont j'avais géré les choses et qu'elle espérait que je reviendrais à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Mon père m'a envoyé un lien YouTube vers une vidéo sur le pardon. Je ne l'ai pas regardée. Elles se sont arrêtées avant de supplier. Je pense qu'elles étaient toujours convaincues que je craquerais, que je me sentirais coupable, que je me réveillerais au milieu de la nuit en sueur froide et enverrais un message d'excuse avec un emoji qui pleure et une promesse de tout payer à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. J'en avais fini. Une semaine plus tard, Chloé a posté une photo d'elle dans une robe de mariée différente. C'était clairement une robe prête à porter. Elle avait l'air furieuse. La légende était quelque chose comme « nouvelle robe ». L'autre était maudite de toute façon, visage avec des yeux roulants. Les commentaires étaient pleins de ses amis qui la complimentaient, disant à quel point elle était superbe, que celle-ci lui ressemblait tellement plus. Mais j'ai remarqué que les likes étaient faibles, beaucoup plus faibles que d'habitude. Ce soir-là, vers 22h, j'ai reçu un appel de ma tante Catherine. Elle n'a même pas fait semblant de faire la causette. Elle a dit que Chloé racontait aux gens que j'avais fait une dépression et que j'avais essayé de gâcher le mariage parce que j'étais jalouse. Elle a dit que ma mère prétendait que j'étais instable et que je causais des problèmes depuis des années. J'entendais le malaise dans sa voix. Elle n'y croyait pas, mais elle ne voulait pas s'en mêler. Puis elle a posé la question que je savais venir. « As-tu vraiment tout annulé ?» Je lui ai dit oui et que je ne le regrettais pas. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a simplement dit « Waouh, eh bien, tant mieux pour toi. » La nouvelle a commencé à se répandre après cela. Ma cousine Sophie m'a envoyé un message 2 jours plus tard pour me demander s'il était vrai que Chloé et Romain essayaient d'organiser un mariage dans le jardin maintenant qu'ils ne pouvaient pas trouver de lieu à si court préavis, que le fleuriste avait refusé de travailler avec eux sans moi. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à recevoir des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas, la mère de Romain, la demoiselle d'honneur de Chloé, un cousin éloigné qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans. Tous essayaient différentes tactiques, culpabilité, flatterie, même fausse confusion. Salut, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un quiproquo avec la planification. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Chloé a dit que tu prenais du recul. Tu veux que je t'aide à arranger les choses ? Tellement désolée pour le drame. Nous savons tous comment sont les mariages. J'ai ignoré tout le monde. 3 jours avant ce qui était censé être la date du mariage, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle est restée dehors pendant près de 15 minutes. Je l'ai regardée par le Judas. Elle a sonné 2 fois, puis est partie. 10 minutes plus tard, elle m'a envoyé un SMS, « S'il te plaît, parle-nous. Cela peut encore être arrangé. » J'ai fixé ce texte pendant longtemps. J'ai pensé aux années passées à être traitée comme un portefeuille sur pattes. La façon dont ils s'attendaient toujours à ce que j'aide parce que j'avais un emploi stable et pas de mari ni d'enfant. La façon dont ils m'ont utilisé encore et ont appelé ça de l'amour. Puis j'ai supprimé le message. Qu'elles se débrouillent. Le mariage était hors de contrôle. Leur budget était épuisé et le temps pressait. Elles voulaient me chasser. Maintenant, elles pouvaient voir jusqu'où elles allaient sans moi. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu une demande Lydia de Chloé. 7 800 €. Pas de message, pas de contexte, juste le chiffre comme si j'étais une marraine de mariage qui avait oublié d'envoyer sa contribution. J'ai refusé. 10 minutes plus tard, une autre est arrivée. Même montant. Toujours rien d'écrit. J'ai refusé celle-là aussi. Et cette fois, je l'ai complètement bloquée sur Lydia. Cela a rendu la chose réelle. Je pense que c'est là que le changement s'est produit.
On pouvait le sentir comme si le dernier fil s'était rompu. Plus tard cet après-midi-là, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé là pendant que je préparais le dîner, arrosais mes plantes, me versais un verre de vin. Quand je l'ai finalement lu, je n'ai pas été surprise. C'était Chloé. Je sais que tu es en colère, mais tu as fait ton effet. Nous sommes déjà engagés. Le fait que tu annules tout me ruine juste. S'il te plaît, ne détruis pas mon avenir juste pour te venger. Cette dernière phrase, ne détruis pas mon avenir, comme si j'étais celle qui maniait la boule de démolition. Comme si elle ne m'avait pas virée du groupe de discussion et humiliée devant notre famille et nos amis. Comme si elle n'avait pas ri quand j'ai dit que je me retirais. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, j'ai reçu un appel du lieu de réception, celui que Chloé avait tant aimé qu'elle avait pleuré pendant la visite. La femme au téléphone était calme mais directe. Quelqu'un avait appelé en prétendant être moi, demandant d'annuler l'annulation. Quand elle a demandé une vérification d'identité par email, elles ont raccroché. Elle voulait juste me faire savoir qu'elle avait signalé le dossier. Je l'ai remerciée. Elle n'a pas posé de questions. Elles essayaient de réparer les dégâts discrètement, mais tout était à mon nom. Chaque signature, chaque email, chaque confirmation de paiement. J'avais tout géré et maintenant elles étaient en panique. Le lendemain matin, ma boîte de réception contenait un long email de mon père. Objet, arrançons ça. Il a commencé par une douce excuse, le genre que l'on écrit quand on essaie de manipuler quelqu'un sans que cela ne paraisse. Il a dit que les paroles de Chloé avaient été impulsives, que les tensions avaient été vives, que le message n'était pas destiné à me blesser, même si cela avait clairement été le cas. Puis il a dit qu'il comprenait ma frustration, mais que je devais voir la situation dans son ensemble. Tu as encore le temps de rectifier le tir, a-t-il écrit comme si j'étais celle qui avait ruiné quelque chose de sacré. Il a terminé par une vague promesse de me rembourser une fois que la poussière serait retombée. Cette partie m'a fait rire. Il n'y avait plus de poussière, seulement des débris. Plus tard dans la journée, Chloé a posté quelque chose sur sa story Instagram. Un selfie en noir et blanc, sans maquillage, les yeux tristes, tenant une tasse de café. Par-dessus, elle avait écrit « La pire des trahisons vient toujours de ceux qui sont les plus proches de vous ». Elle ne m'a pas tagué. Il n'y avait pas besoin. Tout le monde savait. Les messages ont commencé à arriver comme une vague. D'anciens amis de fac, des cousins éloignés, des gens à qui j'avais parlé 2 fois en 10 ans sortaient soudainement de nulle part. Salut, j'ai entendu dire qu'il y avait du drame avec le mariage. J'espère que tu vas bien. Ce ne sont pas mes affaires, mais les gens parlent et je voulais prendre de tes nouvelles. Chloé dit des choses assez intenses. Je voulais juste avoir ta version avant de répondre. Je les ai tous ignorés. Pendant ce temps, les informateurs continuaient à me donner des nouvelles. Ma cousine Sophie m'a appelé de sa voiture, chuchotant comme si elle divulguait des informations classifiées. L'idée du mariage dans le jardin s'était effondrée. Le voisin avait appelé la mairie après avoir vu toutes les chaises pliantes et une tente géante installée sans permis. Un pompier s'était arrêté et avait tout fait fermer. L'entreprise de traiteur avait mis Chloé sur liste noire après qu'elle ait essayé d'utiliser mon ancienne facture comme preuve qu'elle avait d'un compte chez eux. La boutique de robes ne voulait pas libérer la robe à moins que le reste du solde ne soit payé. Personne n'avait ce genre d'argent sous la main. Et apparemment, Romain, son fiancé, était sur le point d'annuler tout. Il a dit à un témoin, si c'est ça épouser sa famille, peut-être que je dois reconsidérer les choses. Puis est arrivé le message qui a tout changé. Il est apparu dans la discussion de groupe. Je n'étais jamais partie. Je ne pense pas qu'elles aient réalisé que je pouvais encore le voir. Ma mère, nous ne pouvons pas faire ça sans elle. Ce n'est pas possible, Chloé. Alors quoi? On la supplie. Mon père, nous proposons de la rembourser. Elle finira par céder. Elle le fait toujours. Cette phrase m'est restée. Elle le fait toujours. Comme si j'étais un distributeur automatique qu'il suffisait de frapper assez fort pour obtenir ce que l'on voulait. Je n'ai pas répondu. Je les ai juste regardés s'effondrer de loin. Elle pensait que j'étais facile.
Elle pensait qu'il suffirait d'un voyage de culpabilité et de quelques fausses excuses pour récupérer l'argent. Mais ce n'était pas comme avant. Elle voulait m'utiliser comme une carte de crédit avec des sentiments. Pas cette fois. Le mariage était dans 2 jours. Pas de lieu, pas de prestataire, pas de robe et pas de plan de secours. Elles avaient brûlé le pont et se tenaient sur les cendres, attendant que je le reconstruise pour elles. Et je suis juste partie. Le matin de ce qui aurait dû être le dîner de répétition de Chloé, le silence était étrange. Pas de nouveaux messages, pas d'appels, pas de mise à jour accidentelle de la discussion de groupe. Pour la première fois depuis des semaines, mon téléphone était complètement immobile. C'est comme ça que j'ai su que quelque chose allait arriver. Elle n'avait pas fini. Elle se regroupait. J'ai passé la journée à faire semblant de ne pas m'en soucier. Courses, café, lessive. Mais au fond de moi, je sentais que ça montait. On ne grandit pas dans une famille comme la mienne sans apprendre à sentir quand une tempête est sur le point de frapper. Elle est arrivée à 18h42. On a frappé à ma porte. Si délibérément. Pas le genre de coup que l'on confond avec celui d'un voisin. Quand j'ai regardé par le Judas, je me suis figée. Elle ne ressemblait plus à elle-même. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges, et elle tenait un sac de course en plastique dans une main. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis restée là à la regarder. Après 1 minute, elle a parlé à travers la porte. Jeanne, s'il te plaît. Je sais que tu m'entends. Je n'ai pas répondu. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes. Le genre qui ne sonne pas répété. Elle a dit que Romain était parti la nuit précédente. Apparemment, il avait fait ses valises après leur dernière dispute. Quelque chose à propos du fait qu'il ne voulait pas commencer un mariage endetté envers sa sœur. Elle a dit que leur organisatrice de mariage, celle qu'elle avait embauchée en panique, avait aussi annulé ce matin-là. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je sais que tu me détestes, mais s'il te plaît, je ne peux pas retourner chez maman. Il me reproche tout. Cela m'a fait marquer une pause. J'ai ouvert la porte à moitié. Chloé semblait plus petite d'une certaine façon. Pas seulement physiquement, mais comme si elle avait perdu l'armure qu'elle portait toujours. Il m'a tendu le sac de course. À l'intérieur se trouvait une pile d'enveloppes, toutes attachées par des élastiques, des reçus, des contrats, des chèques annulés, mon écriture sur chacun d'eux. Elle a dit que maman les avait trouvés dans son tiroir, ce qu'elle utilisait pour organiser les finances du mariage et avait dit à Chloé de me les apporter pour montrer que je ne leur devais rien. Mais quand Chloé les a ouverts, elle a réalisé quelque chose. La plupart des contributions familiales qu'elle pensait que maman et papa avaient faites, c'étaient de fausses copies. J'avais payé chacune d'entre elles. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Que maman lui avait dit que j'avais proposé de tout couvrir parce que j'étais seule et que je voulais me sentir incluse. C'était la partie inattendue. Non pas qu'ils aient menti. J'y étais habituée. Mais que Chloé ait réellement l'air de croire ce qu'elle disait. Elle n'était plus là pour mendier de l'argent. Elle était là parce qu'elle avait enfin compris. Nous sommes restés en silence un moment. Elle m'a demandé si j'étais heureuse maintenant. J'ai dit, non. Je lui ai dit que je ne voulais pas me venger. Je voulais juste arrêter d'être traitée comme la carte de crédit de la famille. Puis l'autre surprise est tombée. Alors que nous étions assises là, mon téléphone a vibré. Un nouvel email du lieu de réception du mariage. Apparemment, ma mère les avait appelés plus tôt dans la journée, se faisant passer pour mon assistante personnelle, essayant de les convaincre de réactiver la réservation et de la facturer à nouveau sur mon compte. Le directeur avait immédiatement compris. Ils ont tracé le numéro d'appel et l'ont joint à l'email comme preuve, disant qu'ils l'avaient signalé pour tentative de fraude. Chloé a vu l'email. Son visage est devenu pâle. Elle a chuchoté, elle a vraiment fait ça ? J'ai hoché la tête. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle s'est juste levée, a dit qu'elle devait s'occuper de quelque chose et est partie sans un mot de plus. Cette nuit-là, je n'ai eu de nouvelles de personne. Ni de Chloé, ni de maman, ni de papa. Jusqu'à 2h07 du matin. Mon téléphone s'est illuminé avec un message de ma mère. Une ligne. Tu regretteras ce que tu as commencé.
Pas d'émoji cœur cette fois. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas fini. Loin de là. Le matin après avoir reçu ce message de ma mère, tu regretteras ce que tu as commencé, je n'ai pas ressenti de peur ou de culpabilité comme elle l'espérait probablement. J'ai ressenti autre chose, quelque chose de stable. J'avais passé des années à essayer de maintenir la paix, à payer des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre, à avaler des commentaires, à faire de la place pour les caprices de Chloé et les excuses de nos parents. Cette fois, je les regardais se débattre de loin, et je ne tendais pas la main pour les sortir de là. À 12h08, Chloé a appelé. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Il est allé droit au but. Romain était toujours parti. Il avait emménagé dans la chambre d'amis de son frère. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Le mariage était censé avoir lieu le lendemain. Des invités avaient annulé. Le gâteau avait fondu dans le garage de quelqu'un. La robe était toujours tenue en otage. Il ne restait rien d'autre que le nom sur la licence. Elle a dit qu'elle allait quand même le faire. Juste elle et Romain au tribunal s'ils se présentaient. Elle a dit qu'elle ne voulait rien d'autre. Pas de fleurs, pas de musique, pas d'invités. Puis elle m'a demandé si je voulais bien lui prêter de l'argent, pas le lui donner, mais le lui prêter. Je suis restée silencieuse. Elle m'a dit que ce n'était pas une ruse, qu'elle avait vu les reçus, qu'elle avait réalisé à quel point elle était prise dans le mensonge et depuis combien de temps nos parents nous utilisaient toutes les deux de différentes manières. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant des faux remboursements, qu'elle pensait vraiment que maman et papa avaient aidé, et que j'avais juste proposé d'aider davantage parce que je m'ennuyais ou que j'étais seule. Je lui ai dit de m'envoyer le montant dont elle avait besoin. Il est arrivé plus tard ce soir-là. 2600 €. Juste assez pour obtenir la licence, une robe simple d'un grand magasin, et un dîner bon marché avec une poignée de personnes qui ne savaient pas ou ne se souciaient pas de ce qui s'était réellement passé. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai sorti mon ordinateur portable et passé 1 heure à rédiger un accord de prêt formel. Montant total, paiement mensuel, intérêt pas élevé, juste assez pour lui rappeler que ce n'était pas gratuit. Une date d'échéance chaque mois, des frais de retard, une formulation juridique, une conséquence claire si elle manquait plus de 2 paiements. Le lendemain à midi, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant quelque part neutre, quelque part où personne ne nous connaissait. Elle est entrée l'air abattu, sans maquillage, les cernes sous les yeux, vêtue d'un sweat à capuche et les cheveux en chignon. Elle n'a rien commandé. J'ai fait glisser les papiers sur la table. Elle n'a posé aucune question. Elle les a lus une fois, puis a signé chaque page. Pas de commentaires, pas de sarcasme, juste le stylo sur le papier. J'ai viré l'argent juste devant elle. Elle n'a pas dit merci. Elle a juste plié les papiers, les a mis dans son sac à main et est partie. La cérémonie au palais de justice a eu lieu le lendemain. Romain s'est à peine présenté. Ils n'ont rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai su que cela s'était passé parce que notre tante Lisa m'a transmis une photo floue que Chloé lui avait envoyée avec la légende « Nous l'avons fait ». S'il vous plaît, ne posez pas de questions. Je pensais que ce serait la fin jusqu'à ce que je reçoive une invitation par email, non imprimée, pour un dîner de célébration dans un restaurant local. Aucune mention du drame, juste une note vague et polie sur le fait de commencer enfin ce nouveau chapitre. C'était clairement improvisé à la dernière minute. J'ai répondu non, mais j'ai envoyé un cadeau. Je l'ai fait livrer au restaurant 10 minutes avant le début du dîner. Emballé professionnellement, papier argenté, nœud blanc, pas de carte. À l'intérieur de la boîte se trouvait une impression encadrée 8x10 du reçu de l'acompte original du lieu de réception. Celui que Chloé m'avait supplié de payer par téléphone il y a 6 mois, jurant qu'elle me rembourserait dès qu'elle recevrait l'argent du mariage. Scotché au dos du cadre. Une copie de l'accord de prêt, agrandi, imprimée sur du papier cartonné épais. La signature de Chloé surlignée en jaune. Le taux d'intérêt entouré. La date d'échéance soulignée. Cela ressemblait à une annonce de mariage si on ne lisait pas attentivement. Je n'étais pas là pour les voir l'ouvrir, mais je n'avais pas besoin de lettres. À 21h, je recevais des messages.
Ma cousine Pauline a envoyé un SMS, au pain, c'est glacial. Une des amies de Chloé m'a envoyé un emoji rieur. Même le frère de Romain m'a suivi sur Instagram. Personne ne pouvait plus faire semblant. Ils ont ri quand j'ai dit que je me retirais. Ils ont dit à tout le monde que j'avais fait une dépression, que j'avais ruiné l'événement familial. Ils ont fait des blagues dans le groupe de discussion pendant qu'ils dépensaient mon argent. Et maintenant, chaque personne à ce dîner a vu qui a vraiment payé le mariage, qui a nettoyé le désordre, qui a gardé les reçus. Chloé a commencé à effectuer des paiements le mois suivant. Comme une horloge, virement direct, pas de notes, jamais en avance, jamais en retard, juste un remboursement silencieux d'une dette dont tout le monde à table se souvenait. Au moment où le premier paiement de Chloé est arrivé, 237,65 € par virement direct exactement le 3, comme le contrat le stipulait, ce n'était pas une victoire. C'était une reconnaissance silencieuse que le fantasme était terminé. Qu'elle savait que je n'allais pas disparaître cette fois. Que le nettoyage n'était pas gratuit. Et elle n'a pas essayé de le minimiser. Pas de notes, pas d'excuses, juste de l'argent qui tombait sur mon compte. Le silence de nos parents était plus bruyant que tout ce que Chloé aurait pu dire. Après l'éclatement, quoi qu'il se soit passé à huis clos quand elle leur a apporté ses reçus, je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Pas même un message passif-agressif. Rien pour mon anniversaire. Pas un seul message d'espoir que tu ailles bien. C'était comme si j'avais été découpée de l'arbre généalogique tranquillement et définitivement. C'était bien. Je n'avais besoin de rien d'eux. Ce que je n'attendais pas, c'est comment le reste de la famille a commencé à changer. D'abord, c'était subtil. Un « j'aime » sur l'une de mes publications Instagram d'un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis l'université. Puis un mème transféré de tante Lisa sans légende, juste une étrange offrande de paix. Finalement, ils ont commencé à me contacter. Des invitations à déjeuner. On n'a jamais vraiment eu le temps de se rattraper. Des prises de nouvelles déguisées en curiosité. Je n'ai pas répondu précipitamment. Qu'ils ressentent l'inconfort pour une fois. Mais la seule chose qui revenait encore et encore, toujours dans des chuchotements, toujours avec un petit rire gêné, c'était le cadeau. Cette boîte emballée en argent que j'avais livrée au dîner de célébration, a pris sa propre vie. Apparemment, quelqu'un a filmé Chloé en train de l'ouvrir. Le petit ami d'une cousine l'a filmé avec son téléphone. Personne ne s'attendait à ce que ce soit quelque chose de grand, c'est pourquoi la pièce est devenue silencieuse quand elle a sorti le reçu de l'acompte encadré et l'a retourné pour voir l'accord de prêt agrandi. On pouvait entendre des chaises racler, des verres teintés. Une tante a audiblement dit « Oh mon Dieu !» La vidéo n'a jamais été mise en ligne, mais les gens se la sont passée en message privé comme un artefact familial. Lors d'une fête d'anniversaire 2 mois plus tard, quelqu'un que je connaissais à peine a demandé « Attends, c'est toi qui as envoyé le cadre au dîner de mariage ?» Et quand j'ai dit oui, elle a juste souri et a dit « Iconique ». Chloé n'en a jamais parlé, mais elle ne l'a jamais jeté non plus. D'après ce que j'ai entendu, Romain lui a fait l'enlever après qu'ils aient emménagé ensemble. Il a dit que c'était une mauvaise énergie. Elle l'a fourré dans une boîte dans le placard, mais quand notre cousine Pauline l'aidait à déménager, elle l'a vu toujours enveloppé dans le même papier argenté, comme s'il pouvait être à nouveau nécessaire. Chloé a continué à effectuer des paiements à temps tous les mois. Les premiers mois, ils étaient complètement silencieux, juste un chiffre sur mon compte bancaire. Puis au 4e mois, elle a ajouté une note. Je paie toujours, je me souviens toujours. Au 6e mois, cela a changé à nouveau. Je sais. Juste cela. Cela n'est jamais devenu amical entre nous. Nous ne sommes jamais redevenus des sœurs de la manière dont les gens s'y attendent. Il n'y a pas eu de réconciliation pendant les fêtes, pas de câlin larmoyant autour d'un verre de vin et de pardon. Juste ce rythme transactionnel silencieux dans lequel nous sommes tombés. Sa douleur, mon absence de réponse, et honnêtement, c'était plus une conclusion que je n'aurais jamais pensé obtenir. Mes parents ne me parlent toujours pas, mais je sais qu'ils entendent parler de moi. Chaque fois qu'il y a une réunion de famille, un barbecue, une fête prénatale, n'importe quoi, quelqu'un en parle. Pas le drame, pas la dispute, pas même le prêt. Le cadeau, l'histoire qui ne veut pas mourir. Ils disent à quel point c'était froid,
À quel point c'était calculé, à quel point c'était brutal. Ils le disent comme si c'était une mauvaise chose, mais le ton change toujours quand ils réalisent que j'ai gardé les reçus, littéralement. Que je les ai fait se souvenir, que je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté, j'ai juste envoyé un colis, et ils le déballent depuis. Chloé finira de rembourser le prêt dans 16 mois. Il n'y a rien qu'elle puisse dire pour effacer ce qui s'est passé. Et je n'ai pas besoin qu'elle le fasse parce que la vraie dette n'est pas l'argent, c'est le souvenir. Et celui-là est à moi.